Nouvelle trouvaille avec l'actualité sur Camus 24, le temps d'une semaine d'actualité de lundi à vendredi. Nous sommes le lundi 22 juillet 2013. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. En sport, les membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football ont officiellement pris leurs fonctions ce 22 juillet 2013 au siège même de la Fédé à Yaoundé. Ils ont pour mission respective de réviser les statuts de la fédération au regard de l'exigence du respect et de la légalité de la prestigieuse institution et surtout d'organiser un processus électoral fiable à l'avenir. Santé, un nouveau stock des antirétroviraux pour soutenir les malades du VIH-Sida. La livraison sera effective cette semaine. L'annonce a été faite par Mandré Mamafouda ce jour à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique présidait à l'occasion la première réunion du comité interministériel chargé de proposer les modalités de mise en œuvre et de suivi de la coopération avec UNITAID. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. Au Petit Galop, nous sommes au sport pour l'ouverture de cette édition d'information, la toute première livraison de la semaine avec les membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football qui ont donc officiellement pris leurs fonctions ce 22 juillet 2013 au siège même de l'instance fêtière du football à Yaoundé. C'était en présence des représentants de la FIFA, la Fédération internationale de football association, de la CAF, la Confédération africaine de football et de l'administration publique amenée par le préfet du département du Fundi. À l'occasion, c'était également la levée de la suspension de la Fédération camerounaise qui est devenue officielle. Compte rendu Nicole Rissi-Migniem, Alexis Claude Amougou, Michel Ateba pour le récit. Selon le communiqué livré à la presse par le président du comité de normalisation, le professeur Joseph Owona, la levée de la suspension de la FECAFOOT est officielle. Désormais, plus aucune entrave à une reprise des cours et des différents programmes octroyés par la FIFA, la Confédération africaine de football et les autres associations internationales. En prenant fonction, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, qui parlait au nom de tous ses collaborateurs, a tenu à préciser au personnel de la Fédération, nombreux dans la salle des conférences du siège d'Intinga, que la mission dévolue au comité de normalisation est claire et précise. Réviser les statuts de la FECAFOOT au regard de l'exigence du respect de la légalité de la prestigieuse institution, conformément à la loi camerounaise relative aux activités sportives et aussi de la légalité interne de la FECAFOOT. Organiser un processus électoral que le comité de normalisation souhaite totalement transparent, juste et équitable à l'égard de toutes les parties intéressées par ce sport fait roi par les Camerounais. Gérer les affaires courantes de la FECAFOOT dans un climat que le comité souhaite de quiétude et d'apaisement des passions, de coopération réciproque et de dévouement aux seuls intérêts du football. À ses proches collaborateurs, il a présenté les défis qui les interpellent tous, au même titre que le secrétaire général Tombi Aroko Sidiki, qui a regagné ses bureaux ce même jour. Les défis d'être toujours en règle avec les lois de la République, la charte des sports sans ingérence spécifique de l'État, le défi redoutable pour tous de faire toujours mieux pour l'intérêt supérieur du football. Selon le professeur Joseph Owona, la reprise de fonction de ce comité de normalisation intervient au moment où l'heure est grave pour le football camerounais. Cette fédération présente aujourd'hui l'image d'une instance désunie, encline aux querelles, enracinée dans une malgouvernance, opaque, champion des manœuvres sordides et souterraines. Une fédération qui au final frustre les Camerounais, choque les joueurs et les encadreurs. Fin de citation. Voici à présent les attitudes du professeur Joseph Owona et de Primo Kabaro. Ils sont respectivement présidents du comité de normalisation et représentants de la Fédération internationale de football association, la FIFA. C'est des extraits qui sont sélectionnés par Daniel Atangana pour le compte de Camus 24. Nous ne sommes pas, nous du comité, le problème. Le problème, c'est les gens du football. Nous sommes décidés à vous aider à aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai fait appel, mesdames et messieurs, en leur nom à tous les personnels de la FECAFOOT, à une coopération sans faille pour l'heureuse résurrection de la maison Cameroun Football, de leur maison de travail d'aujourd'hui, de leur maison de travail de demain. Mais c'est pour ça que je fais également appel, de façon insistante et solennelle, au secrétaire général de la FECAFOOT en place, le frère Tombi Aroko Sidiki, d'aider le comité à réussir dans sa délicate mission, mais combien exaltante mission de refondation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je fais appel au nom de tout le comité à chaque personnel de la FECAFOOT de nous aider à réussir ensemble, dans l'intérêt de la FIFA, de la CAF,
et du peuple sportif camerounais. D'ores et déjà, le comité sait pouvoir compter sur vous tous et sur chacun d'entre vous pour que vive le football camerounais. Mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'heure est dramatique. Le monde, et pas seulement le monde, l'Afrique et le Cameroun nous regardent. Monsieur le Président, soyez assuré de la totale collaboration de la FIFA et de la CAF. Il y a eu, vous êtes au courant, vous connaissez mieux les affaires camerounaises que moi, évidemment, il y a eu l'histoire, et l'histoire est là, mais nous avons pu discuter avec le professeur Ouona, et il est clair que nous travaillons main dans la main, dans le même objectif, et je suis très optimiste sur le fait qu'on va y arriver, tout en sachant que le délai est court. 31 mars 2014, c'est court, parce qu'il va falloir travailler sur la structure nationale, mais ensuite il va falloir travailler sur les structures décentralisées, enfin régionales. Ensuite, il faut qu'émerge à la fin, une équipe dirigeante élue par les acteurs du football. Aujourd'hui, il y a des critiques qui disent que ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas là pour nous prononcer là-dessus. Comme je vous l'ai dit, nous regardons devant et nous allons faire en sorte que ce travail soit couronné de succès, Monsieur le Président. Merci. Il est à noter que ce comité est constitué de 11 membres, dont 8 juristes de formation parmi les plus connus. Le professeur Joseph Ouona, ex-ministre des Sports et de l'Éducation physique et de la Jeunesse et des Sports au Cameroun, par ailleurs président du comité de normalisation, James Mongé Kobila, Adolphe Miko Haché, pour ne citer que cela. On retrouve aussi des présidents emblématiques des clubs tels que le prince Ngassa Api, vice-président du comité de normalisation et par ailleurs ancien dirigeant de l'Union sportive de Douala. La désignation de ces membres arrive dans un contexte de crise et leur mission fondamentale est de réviser les tests de la Fédération camerounaise de football. Michel Teba. Une équipe de 11 membres pour toiletter et normaliser les textes de la FECAFOOT. La FIFA, de concert avec la Confédération africaine de football, a levé le voile qui couvrait les noms de ses membres. Le comité de normalisation sera présidé par le professeur Joseph Ouona, ancien ministre de la République, dont celui des sports. Le professeur Ouona maîtrise parfaitement les questions électorales. Spécialiste hors échelle dans ce domaine, il sera sans doute la cheville ouvrière dans le processus de toilettage des textes. Il fait partie des ministres qui, à maintes reprises, ont demandé à mettre en place les textes crédibles à la FECAFOOT pour lui assurer un bel avenir. Le ministre Ouona a pour vice-président l'ex-président emblématique de l'Union sportive de Douala dans les années 70-80. Âgé de 75 ans, Sokake Ngassa Api est un homme de poigne. Il est de ceux qui ont demandé à tout balayer à la FECAFOOT. À côté de ces deux mastodontes, des ex-joueurs et entraîneurs au charisme bien établi. Michel Kaham a cet avantage d'avoir côtoyé toutes les équipes qui sont passées à la FECAFOOT. L'ancien lion indomptable a toujours prôné pour une mise en place des textes fiables et viables. On pourrait aussi compter sur d'autres juristes, James Mongé Kobila, dont l'intégrité et la moralité ne sont plus à démontrer. Chef du département de droit public à l'université de Douala, ce juriste ne recule pas devant l'obstacle. Il y a aussi le professeur Adolphe Miko Haché, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, des ex-secrétaires généraux et directeurs des sports dans le même ministère, Dr David Anactonier, Amadou Evele, un ancien président de la FECAFOOT, Pascal Ouona Bailon. Les membres de ce comité ont un an pour normaliser. Cette mission principale est la plus attendue. L'arrivée de cette équipe marque la levée de la suspension de la FECAFOOT par la FIFA. Toutefois, l'on garde toujours les yeux rivés vers le tribunal d'habitat des sports de Lausanne, où le recours déposé par le camp John Beguenin II n'a pas été retiré. Le verdict du TAS pourrait tout chambouler. Parlons cette fois de la santé avec les antirétroviraux et le ministre de la Santé publique qui annonce la livraison effective d'un nouveau stock au courant de cette semaine. André Mawafouda a publié la nouvelle ce 22 juillet 2013 à Yaoundé au cours de la première réunion du comité interministériel chargé de proposer les modalités de mise en œuvre et de suivi de la coopération avec l'UNITED. Et fruit donc d'une initiative de l'ancien président français Jacques Chirac entérinée par la communauté internationale lors de la conférence internationale sur les financements innovants du développement tenue en début 2006 à Paris en France. Cette livraison viendra donc mettre un terme à la tension observée ces derniers temps par le Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Les détails Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Donald Anouzora.
Il était question au cours de cette rencontre d'apprécier la collaboration que le Cameroun a avec UNITAID après la signature par le chef de l'État en février 2007 à Cannes de l'accord de participation du Cameroun à l'initiative qui a pour mission de soutenir les efforts des institutions internationales existantes pour l'approvisionnement en médicaments aux populations affectées dans les pays en développement. De l'avis du ministre de la Santé publique, le Cameroun a jusqu'alors bénéficié de UNITAID d'un appui financier et technique de l'ordre de quelques 20 milliards de francs CFA. Aussi, fait-il savoir que de 2008 à 2012, Yaoundé a honoré ses engagements pour près de 700 millions de francs CFA, somme qui provient des 1000 francs prélevés sur les 10 000 francs des timbres d'aéroport. Au regard donc de ce bilan, Emmanuel Maïna Djouldé, coordonnateur du comité interministériel, relève que le Cameroun doit faire face aux enjeux de ARV, contribuer aux autres initiatives de financement innovants en cours, couvrir les charges de fonctionnement du comité et constituer une documentation de l'expérience camerounaise pour en vendre les mérites à l'international. Après la phase des échanges fructueux, le MinSanté a proposé la mise en place d'un mécanisme de collecte des recettes des timbres d'aéroport pour éviter d'être pénalisé et la révision à la hausse du prélèvement effectué qui devrait passer de 1000 francs à 5000 francs au moins. Tout ceci pour répondre efficacement aux besoins des personnes vivant avec le VIH-Sida et les enfants orphelins du Sida, principaux bénéficiaires des appuis de UNITAID, notamment en matière de prévention, du dépistage, de l'accès universel au traitement, de l'accompagnement et de la défense des droits des malades. Signalons que depuis le début de ce prélèvement en 2008, le Cameroun a déjà collecté près de 1,7 milliard de francs CFA. Parlons cette fois du stage des vacances avec ces 175 stagiaires qui sont à la découverte du ministère de la promotion de la femme et de la famille. L'opération a été lancée ce 22 juillet 2013 à Yaoundé par Pierre-Marie Hakem. Il est le directeur de la promotion et de la protection de la famille et des droits des enfants au ministère de la promotion de la famille, de la promotion de la femme et de la famille. Et pendant un mois, ces élèves et étudiants des familles vulnérables vont scruter les différents services centraux et déconcentrés de ces départements ministériels et se servir des revenus issus de leur activité pour préparer la rentrée scolaire 2013-2014. Florian Payot, Marcel Vondor nous en disent plus. Pour la 4e année consécutive, le ministère de la promotion de la femme et de la famille lance des stages de vacances destinés à soutenir les jeunes issus des familles défavorisées. L'opération obéit aux critères bien précis, arrive au terme d'un processus de sélection qui a conduit au choix des dossiers des jeunes orphelins issus de familles démunies, contrairement à certains avis qui y voyaient plutôt une valorisation de la progéniture des cadres du MINPROF. Ces jeunes sont issus de familles à revenus limités, qui n'ont pas toujours de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Alors, comment nous les détectons? Nous avons deux approches pour les détecter. La première approche, c'est d'abord les veuves qui viennent présenter le problème de la scolarisation de leurs enfants. Et il y a déjà en 2010, nous avons médiatisé cette activité occupationnelle des jeunes, ce qui fait que plusieurs jeunes qui sont au courant envoient eux-mêmes leur dossier. En lançant cette opération, le directeur de la promotion, de la protection de la famille et des droits de l'enfant a invité les jeunes stagiaires au respect des valeurs cardinales du travail administratif, à savoir assiduité, ponctualité, confidentialité, disponibilité, discipline et loyauté. Pendant un mois, ces 175 jeunes élèves et étudiants seront employés dans les différents services centraux et déconcentrés du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Mais avant leur déploiement sur le terrain, ils ont été édifiés sur les missions du MINPROF ainsi que le rôle joué par chaque direction technique en matière d'encadrement de la famille et de protection des droits des femmes et des enfants, des cibles privilégiées de ce département ministériel. Signalons que chaque stagiaire perçoit la somme de 50 000 francs au terme d'un mois de stage. Apprentissage des langues vivantes, le mandarin chinois veut gagner le Cameroun. La deuxième session du séminaire de formation des enseignants locaux de la langue chinoise a ouvert ses portes ce jour à Yaoundé, à l'Institut des relations internationales du Cameroun. La cérémonie était co-présidée par Mounouna Fotsou, il est le secrétaire d'État auprès du ministère des enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal, Eli Shanling. Il est lui le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Cameroun. Compte rendu Salomon Foué, Marcel Vondoabin, Divina Pi pour le récit.
Pendant 5 jours, des enseignants camerounais de la langue chinoise seront mieux outillés sur les volets et trait à la prononciation et à l'écriture des consonnes, voyelles et syllabes du chinois. Ce deuxième séminaire de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'introduction du mandarin dans le système éducatif camerounais comme langue vivante dans le cursus scolaire. Le dit séminaire constitue l'une des déclinaisons d'un vaste programme de promotion de cette langue que mène l'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé 2, basé au campus de l'IRIC. L'enseignement de la langue chinoise, qui est l'un des aspects de la coopération sino-camerounaise, traduit la volonté des autorités à ouvrir le Cameroun au monde. Depuis 2012, nous avons sur le terrain des enseignants de langue chinoise formés à l'école normale supérieure de Maroua. Et ce séminaire vient renforcer un peu leur capacité pour mieux enseigner cette langue dans nos lycées et collèges, mais également développer des programmes appropriés. Animé par des formateurs chinois et camerounais de l'Institut Confucius, avec l'assistance de l'Inspection pédagogique nationale du chinois du ministère des enseignements secondaires, cette session qui a pour objectif principal l'amélioration du niveau de langue des enseignants concernés intervient dans un contexte marqué par l'ouverture de la première année des enseignements de la langue chinoise dans les lycées et collèges de l'enseignement général du sous-système francophone au Cameroun. Cet objectif-là que la Chine a mis sur pied à l'Institut de Relations internationales, l'Institut Confucius. Je pense que l'Institut Confucius a été créé en 2007. C'est justement pour renforcer les contacts culturels entre la Chine et le Cameroun. Les participants issus de la première promotion d'enseignants du mandarin de l'école normale supérieure de Maroua seront de nouveau sollicités pour parfaire leur formation du 1er au 30 août prochain en Chine, étape qui leur permettra de toucher du doigt les réalités culturelles et linguistiques de l'Empire du Milieu. Intéressons-nous à présent aux mines postales avec les acteurs du secteur des télécommunications qui revisitent leur feuille de route conformément aux orientations du DSCE. Entendez le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Un atelier d'actualisation des stratégies sectorielles des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication vient d'avoir lieu à Ebolova, c'est le chef-lieu de la région du Sud. Cet atelier était présidé par le ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Bihiti-Sam, et c'était donc un cadre d'échange qui a connu la participation des chefs du bureau de la zone de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar et du responsable de la Banque mondiale ainsi que du secrétaire général, du secrétaire exécutif du JICAM. Reportage lui de Gonzanga Kanchbanda, Éric Ticheux. Adopté en 2005, l'objectif stratégique du domaine des télécommunications était d'accroître l'accessibilité et la disponibilité de l'offre large bande pour les entreprises et les ménages, de mettre en ligne tous les services dans les administrations publiques et de réduire la facture numérique dans les zones rurales et périurbaines. Mais plus d'une dizaine d'années après, le Cameroun demeure numériquement enclavé. Évidemment, ne saurait être un motif de satisfaction. Nous constatons que lorsque nous appliquons les normes de l'UIT, on peut estimer effectivement que le Cameroun est numériquement enclavé. Et l'effort que nous devons faire, que nous avons continué mais qu'il faut affermir, c'est celui de mettre suffisamment d'infrastructures en place pour faire en sorte que, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, les populations puissent bénéficier des technologies de l'information et de la communication. Malgré les projets réalisés dans le cadre de la création d'un environnement juridique favorable à la concurrence, ainsi que dans l'amélioration de l'accès aux services de la téléphonie mobile, il n'en reste pas moins vrai que les conditions de l'accès du Cameroun dans la société de l'information et de l'économique numérique demeurent insuffisamment mises en place dans l'optique de l'attente de son émergence en 2035. Nous avons des problèmes de connectivité à l'Internet au niveau du Cameroun tout entier. Le Sud n'est pas une exception, c'est une situation qui est une situation globale. Mais c'est une situation qui n'est pas désespérée, parce que dans l'horizon immédiat, nous avons un certain nombre d'initiatives qui sont prises et qui vont prospérer. À l'instar, par exemple, des nouveaux points d'atterrissement de câbles sous-marins.
En dehors des pesanteurs liées à l'insuffisance d'un backbone national en fibre optique et d'un réseau intranet de l'administration de points d'échange intranet et de centres téléphoniques de nouvelle génération, la problématique de la qualité de services offerts dans le domaine de la connectivité Internet demeure une préoccupation pour les consommateurs. Dans la perspective de l'élaboration des stratégies plus osées et percutantes, Jean-Pierre Bihiti Sam a prescrit aux participants de cet atelier qui va durer 5 jours de mettre en profit les expériences de chacun dans son domaine pour produire une maîtrise des stratégies capables de booster l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services de télécommunications et des TIC. Éric Ticheux. Parlons cette fois de l'identification avec le retrait des cartes nationales d'identité qui est bloqué depuis quelque temps déjà dans les différents commissariats de sécurité publique au Cameroun et dont ceux de la ville de Douala, la capitale économique du pays. Il faut dire que les usagers se contentent de circuler avec les récépissés mis à leur disposition au moment de la demande et passé 3 mois de validité après la délivrance, les chefs des postes d'identification sont tout simplement obligés de proroger la validité pour permettre aux populations de vaquer librement et très paisiblement à leurs occupations. Ce retard, selon des sources bien introduites, est dû au fait que les cartes sont fabriquées depuis Yaoundé et les cartons seraient tout simplement difficiles à trouver. Notons que dans le seul poste d'identification de cette pièce au commissariat du 7e arrondissement dans la capitale économique du pays, plus de 8000 personnes identifiées à la période gratuite attendent toujours de rentrer en possession de leur document final, lequel document sera incontournable lors de l'accomplissement du devoir citoyen au cours du double scrutin législatif et municipal annoncé pour le 30 septembre 2013 prochain. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Parlons cette fois de l'agro-industrie avec les responsables des syndicats de travailleurs de la banane qui viennent de participer à un séminaire de renforcement de capacité tenu récemment à Ndjombe. C'est le chef-lieu de l'arrondissement et qui abrite donc les plantations de bananes au Cameroun. Les participants étaient issus des syndicats des départements du Mungo dans le littoral et du Fako dans la région du sud-ouest Cameroun. Divine Alpi pour les détails. Les participants qui se sont retrouvés dans le cadre Select portaient les couleurs de 6 syndicats qui se sont donnés pour mission de défendre environ 8000 travailleurs du secteur de la banane. Le patronat bien en place n'a pu garder son appréciation. Nous pensons aujourd'hui que les enjeux économiques ne peuvent être dissociés des enjeux sociaux. Que des syndicalistes, qu'ils soient présidents de syndicats, représentants des travailleurs, tout simplement, bien formés, à la fois aux techniques de négociation, mais aussi à la prise en compte des enjeux internationaux notamment. Très souvent au devant des problèmes que vivent les travailleurs à la situation sociale approximative, les syndicalistes ont eu la possibilité de s'approprier les 12 modules présentés et épluchés par les experts de l'UTAD, entendez Union internationale des travailleurs de l'agriculture, basée à Genève en Suisse, démembrement de l'Organisation internationale du travail, chargée de fédérer un cadre de dialogue et une négociation collective et des conditions de travail. Tous ces modules sont de nature à renforcer les capacités des organisations syndicales PHP de manière à leur permettre désormais de pouvoir assurer de bonnes relations de travail au sein de l'entreprise. Parce que, je précise, la PHP est une entreprise qui aujourd'hui est dans la certification équitable. Il s'agit en réalité pour nous, dans ce séminaire, de s'approprier particulièrement des normes de la certification équitable afin pour nous de mieux assurer la défense et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs dans le cadre de cette certification qui en soi présente un certain nombre de paramètres dont nous devons savoir pour aller d'égal à égal au moment de la négociation avec les employeurs en vue de l'amélioration des conditions de vie de travail et de la productivité de l'entreprise, bien évidemment. Les communications sur les politiques sociales et leur impact sur la qualité de vie des employés, la certification équitable d'une entreprise, enjeux et obligations, les principales fonctions syndicales, les techniques de négociation collective, les finances syndicales et autres questions.
étaient au menu de ce séminaire. Ils ont permis aux participants de mieux s'outiller pour l'avenir. Ouvrons à présent le dossier consacré au secteur de la microfinance qui est en évolution au Cameroun depuis quelque temps déjà pour constater qu'une centaine d'établissements de microfinance ont vu récemment leurs agréments retirés par le ministère des Finances. Pourtant, dans la rue, les usagers continuent à porter leur choix sur ces secteurs de la banque, pourtant mal en point. Bernard Domo et Serge Teka pour les détails. 33, c'est le nombre d'établissements de microfinance qui sont frappés par cette décision ministérielle à travers la République. Alamine Ousmane May joue les gendarmes et leur retire sans autre forme de procès leurs agréments. Ce qui n'empêche pour autant pas qu'ils soient autant fréquentés. J'ai toujours tendance à aller dans les microfinances par rapport à leurs ajouts, là, les petites augmentations. Pourtant, dans les banques, il faudra les payer absolument avant à chaque coup. Il faudra absolument les payer avant de laisser un compte, quoi. La liste a été rendue publique. Devant les kiosques, le sujet passionne, inquiète à la limite. Raison pour laquelle on vient aux nouvelles, question d'avoir le cœur net. Il faudra d'abord que je me rassure des microfinances qui sont encore autorisées à exercer. C'est pour ça que je suis à la recherche de ce document. Depuis que je suis en train de le chercher. Malgré la banqueroute de certains établissements de microfinance, la confiance des usagers demeure. Nous sommes clients de microfinance parce que avec le processus en cours, on se disait que les microfinances vont nous accompagner dans les marchés publics ou alors dans nos prestations de services. Mais si bien le font, mais c'est avec beaucoup de conditions. Mais néanmoins, ça nous aide. À Douala, pour le cas d'espèce, la mesure du ministre des Finances ne semble pas du tout faire frémir. Les établissements de microfinance restent très fréquentés. À ce qu'on appelle les banques classiques, avec le chiffre de 5% seulement de la population qui accède donc aux banques classiques, il faut dire que les microfinances se présentent aujourd'hui comme la solution appropriée pour ces usagers et qui sont donc des milliers à postuler au quotidien malgré la qualité du service. C'est peut-être qu'Abénon nous en dise plus. Au regard de son fonctionnement au Cameroun, le secteur bancaire serait élitiste. Les banques s'adressent à une classe de population. Ces populations ont un certain moyen qui leur permet, n'est-ce pas, de travailler donc avec ces banques. Or, le petit commerçant du coin, or, le petit vendeur là, le petit bayam selam, le petit benskiner, il va avoir que le montant, bien que l'argent pour se retrouver à avoir un compte à la banque. Et ils ne sont pas nombreux. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils préfèrent donc se rabattre au niveau, n'est-ce pas, des établissements de microfinance qui au moins sont à leur portée. Une situation qui pousse le petit usager à préférer les opérations servies par les établissements de microfinance bien plus proches du peuple. Les microfinances sont par définition les banques de proximité. Donc, ces microfinances arrivent là où les banques n'arrivent pas du tout, ou jamais. Ces microfinances développent, n'est-ce pas, un peu à plus d'un quart, sinon à plus d'un tiers, notre économie parce que ça touche le plus grand nombre de publics. La banque classique n'est pas à la portée du petit épargnant, elle a des visées bien plus grandes. Dans les banques, il faut compter au-delà d'un certain montant, 50 000, 100 000 en montant, 200 000. Ça dépend des banques pour prétendre avoir un compte dans une banque. À côté de ça, il y a d'autres conditions qui éloignent de plus en plus, n'est-ce pas, le petit consommateur. Cette opacité est suffisamment expressive pour repousser les usagers de petit calibre, lesquels vont créer fortune sous d'autres cieux. La prolifération des microfinances, ou alors des structures de microfinance, est également source de danger. Et ce danger vient donc, la plupart du temps, de la qualité du personnel qui, en lui seul, suffit pour étaler les insuffisances de ce secteur, pourtant très couru par les usagers. Bernard Domo et Serge Teka une fois de plus. Devenir un établissement de microfinance ne relève pas du hasard. Il y a un cheminement à suivre. J'ai commencé par remplir les conditionnalités prévues par les autorités monétaires, à savoir monter un dossier en bonne et due forme que vous envoyez, n'est-ce pas, au niveau du ministère, n'est-ce pas, des Finances, n'est-ce pas, qui apprécie et vous dit, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut compléter dans ce dossier pour que l'autorisation vous soit accordée. Mais bien entendu, même si cette autorisation vous est accordée, il ne faut pas perdre de vue, n'est-ce pas, que la COBAC intervient.
Bien que catégorisés, ces établissements de microfinance vont au-delà de leurs compétences. Entre crédits sans garantie et emprunts fantaisistes, les opérations vont dans tous les sens. Pourtant, la loi est là, elle est claire. L'État met l'accent de plus en plus, n'est-ce pas, sur l'autorisation, n'est-ce pas, qu'il octroie aux promoteurs des microfinances et devrait dans un avenir très court assurer le suivi par le biais, n'est-ce pas, du gendarme de toutes les institutions financières, c'est-à-dire des banques, la COBAC. Résultat des courses, c'est la banqueroute avec des conséquences souvent irréparables. Combien d'opérations faudra-t-il qu'on fasse pour recouvrer, n'est-ce pas, cet argent qui est perdu en termes de crédit? Il faudra combien de temps pour que ces opérations nous permettent, n'est-ce pas, de récupérer cet argent qui est perdu en termes de crédit? Il faudra beaucoup de temps. Il faudra même beaucoup d'opérations. Il faudra payer beaucoup de gens pour qu'ils travaillent cet argent que vous perdez en termes de crédit. Il faut, selon l'avis des experts, donner un grand coup de pied dans la fourmilière afin que seuls les établissements de microfinance qui ont une existence légale opèrent sur le terrain, ceci pour le grand bonheur des populations. À l'étranger, dans cette édition d'information au Royaume-Uni, la duchesse de Cambridge admise à l'hôpital pour accoucher son premier bébé avec le prince William. Au Brésil, le pape François est en route pour Rio, où il est attendu pour les 28e journées mondiales de la jeunesse. Pendant ce temps, en Chine, c'est des pleurs, plus de 70 morts et des centaines de blessés lors d'un séisme survenu dans l'ouest du pays. Bintou Akoum résume l'actualité internationale. Son Altesse Royale, la duchesse de Cambridge, a été admise ce matin à l'hôpital Sainte-Marie à Londres, alors qu'elle montrait les premiers signes de travail d'accouchement. L'annonce est d'un bref communiqué du secrétariat du jeune couple. Le travail se poursuit normalement, a-t-il encore précisé. Le travail d'accouchement peut être rapide ou prendre jusqu'à 48 heures. Relevaient les médias britanniques sans oublier d'indiquer que lundi était jour de pleine lune, censé propice aux naissances. Le pape François est attendu ce lundi soir au Brésil afin de présider les 28e journées mondiales de la jeunesse à Rio. Sur son chemin, il a fustigé la crise mondiale qui défavorise les jeunes. Il a insisté sur le risque de voir une génération entière de jeunes sans travail. Le Saint-Père a critiqué la culture du rejet des aînés. Il était attendu à Rio de Janeiro ce lundi soir vers 21h, heure locale. Un séisme de magnitude 5,9 suivi de centaines de répliques de magnitude inférieure a fait plus de 70 morts et quelques 300 blessés graves ce lundi dans le Gansu, une région isolée et difficile d'accès du nord-ouest de la Chine. Le dernier bilan est fourni par le bureau sismologique du Gansu. 3 jours de vitesse ont été programmés à Val d'Isère ce week-end. 70 athlètes issus des clubs savoyards nés entre 1994 et 1998 ont participé à ce camp. Ils déclarent avoir utilisé la piste du glacier du Pisayer et des modules très bien chapés par le service des pistes de Val d'Isère. Fin de ce journal, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.